Donc Frédéric Ancel, salut Bonjour. Frédéric, j'ai mis croire en la diplomatie puisque c'est ce que tu proclames dès le début de ce bouquin donc, dont on va parler, on va en voir la couverture. Petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous. Et donc l'introduction, c'est vraiment ça, c'est vraiment croire en la diplomatie. Tu insistes sur le fait que, alors que c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, elle est là, présente, toujours, partout, qu'elle arrive à dénouer un certain nombre des tensions qui agitent le monde. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que, par exemple, Vladimir Poutine, à un moment, a signé une forme d'acte de décès de cette diplomatie. Pourquoi est-ce qu'il faut y croire ? On va rentrer dans le détail après, mais pourquoi est-ce qu'il faut y croire ? Je pense qu'il faut y croire pour deux raisons. La première raison, elle est morale. Alors c'est une petite pirouette pour un géopolitologue, parce qu'en général, les géopolitologues sont considérés comme extraordinairement pragmatiques, ne regardant que les réalités, voire même la réelle politique. Pas moi. Je suis un géopolitologue humaniste. Et par conséquent, je pense que la morale doit être toujours au moins l'une des variables de prise de décision. J'ai bien conscience, car je ne suis pas naïf, et ça fait quand même longtemps que je suis dans le métier, que ce qui prédomine, comme le disait Hegel, les États, ce sont les intérêts. Bon, les intérêts bien compris. Mais la variable éthique, morale, doit toujours intervenir, même si ce n'est qu'une variable. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est la première raison pour laquelle je crois dans la diplomatie, c'est que tant qu'on discute, en principe, je dis bien en principe, on s'accorde encore une possibilité pour éviter de se faire la guerre si on n'est pas d'accord du tout. Et ma foi, la diplomatie a quand même évité dans l'histoire des temps longs, chers à Fernand Braudel, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits manifestement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi y croire ? C'est parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, notamment lorsqu'on est une puissance, déclinante, relativement déclinante. Autrement dit, lorsqu'on n'a pas suffisamment de billes économiques et ou militaires pour faire la décision seulement avec le hard power, c'est-à-dire avec l'économie stratégique et les armes. Et là, évidemment, qu'est-ce qui reste ? C'est la diplomatie. D'ailleurs, et je finis avec ça, De Gaulle l'avait très bien compris. De Gaulle, dans les années 60, qu'est-ce qu'il fait ? En disant aux Américains et aux Soviétiques, vous savez, nous, la France, nous sommes le troisième grand. Tout le monde pouvait ricaner au regard des éléments concrets dont nous disposions en termes de puissance. Sauf que sur le plan diplomatique, De Gaulle, avec sa grande politique africaine et arabe de la France à l'époque, avait quand même réussi ce qui tiendrait pendant encore, 20, peut-être 30 ans, à savoir quand même quelque chose qui permettait à la France d'intervenir, alors pas à la hauteur de Moscou et Washington pendant la guerre froide, mais quand même d'apparaître comme un troisième grand, même si ce troisième grand était loin derrière les deux premiers. Alors, mais à la limite, rentrons là-dedans. Parce que tu écris, la France affiche toujours un des 3 plus grands réseaux diplomatiques du monde, entretenant des relations officielles avec tous les États du monde, sauf 2, la Syrie et la Corée du Nord. Et tu ajoutes, ceux qui pensent que cet appareil diplomatique ne fait que de la gesticulation et du suivisme des Américains se trompent lourdement. Oui, ils se trompent lourdement pour 2 raisons, là encore. D'abord parce que avoir 180 ambassades sur 193 pays qui existent dans le monde, donc on enlève les 2 que tu as juste cités à juste titre. C'est toi qui décides. Oui, la France évidemment, donc il reste 190 pays. 180 ambassades, c'est beaucoup. Ça veut dire que nous avons la volonté d'entretenir un personnel diplomatique et des bâtiments et des services qui coûtent cher. Qui coûte très très cher. Mais oui, c'est un luxe. Donc ça veut dire que, tu veux, moi j'ai l'habitude de dire démonstration de force, vos forces. On dit au monde entier que nous voulons encore intervenir sur le plan diplomatique et que nous y mettons les moyens, même si a priori on est de moins en moins riche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les diplomates et les gens qui travaillent dans les ambassades ne font pas justement que des petits fours et de la gesticulation. Ils rapportent du renseignement. Non seulement il rapporte du renseignement, mais il rapporte aussi parfois, peut-être même souvent, des contrats ou des conditions qui permettent ensuite de signer des contrats. Donc le diplomate, il ne faut pas le voir comme un simple, entre guillemets, alors que c'est un simple Talleyrand qui organise de très grands banquets et qui pince les fesses au cours des banquets. C'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Et malgré tout, donc, je réaffirme que ce n'est pas que de la gesticulation. Alors, il se trouve que j'ai vécu dans une ambassade. Moi, pendant 1 an et demi, j'ai fait mon service militaire à l'ambassade de France en Turquie. J'en ai déjà parlé ici. C'était donc au milieu des années 80, avec un ambassadeur dont tu as forcément croisé la route, qui s'appelait Éric Rouleau. Oui, bien sûr. Voilà, ancien journaliste. En Tunisie aussi, oui. Évidemment, voilà. C'est surtout en Tunisie, d'ailleurs, que son action a été importante. Beaucoup moins en Turquie. Et à l'époque, on parlait de la France-Allemagne.
Et à l'époque, il y avait l'ambassade d'Allemagne, évidemment en Turquie, dont la puissance était sans commune mesure avec l'ambassade de France. Et l'idée, c'était, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était justement, parce que tout cela coûte cher, de prendre les différentes représentations diplomatiques, et en Turquie par exemple, de fondre l'ambassade de France au sein de l'ambassade d'Allemagne, et d'avoir comme ça des représentations diplomatiques européennes. Ça n'a jamais vu le jour. On pensait la même chose pour l'armée, etc. Et tout. Et à un moment, à la fin de ton livre, tu t'interroges justement sur le concept de puissance autour de l'Union européenne. Est-ce que cette volonté de la France de continuer à avoir comme ça, c'est donc 180 ambassades, cette voie diplomatique, cette prétention, moi quand même je le pense, est-ce que ça n'empêche pas justement le développement d'une Europe puissance ? Ah, alors là, on touche à un sujet philosophique et diplomatique, mais pas seulement diplomatique. Tu en parles. Ah oui, très important. Alors moi, je suis favorable à l'Europe puissance. Sauf que, il faut savoir de quoi on parle. Si c'est l'Europe puissance derrière une puissance économique et industrielle dont on a décroché, à savoir l'Allemagne, mais qui, elle, n'assume pas le rôle et le statut de véritable puissance globale, puisqu'elle n'assume pas pour l'instant la projection des forces. C'est le moins qu'on puisse dire. Si c'est ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'en réalité, on ne sera plus réellement indépendant. On sera autonome, mais on ne sera pas indépendant. Et si ce n'est pas cela, si on ne se met pas derrière l'Allemagne, et qu'on décide de créer une Europe puissance, mais sans l'Allemagne, en tout cas aux côtés de l'Allemagne, mais sans en dépendre, alors il faut aller voir les britanniques. On n'a pas le choix. Il n'y a que deux puissances dignes de ce nom avec lesquelles on pourrait mutualiser en Europe, c'est l'Allemagne ou c'est le Royaume-Uni. Maintenant, le problème du Royaume-Uni, c'est qu'il il se représente une relation privilégiée avec les États-Unis. Ah bah oui. Là, pour le coup, t'es dans le suivisme, là. Ah oui, mais... J'insiste sur le mais. Les Britanniques, ce qu'ils souhaitent, c'est une chose. Ce que les Américains souhaitent, c'en est une autre. Il ne t'aura pas échappé que ces dernières années, notamment depuis le retrait piteux de Kaboul il y a 2 ans de cela, les Britanniques se voient littéralement lâchés par les Américains, en tout cas en termes de relations privilégiées. Les Américains ne s'intéressent plus aux Britanniques comme élément privilégié d'une relation privilégiée. Je dirais que plus personne ne s'intéresse aux Britanniques. Alors justement, c'est peut-être pour ça qu'ils vont revenir à de meilleures dispositions. Et de meilleures dispositions vis-à-vis ou vers la seule puissance européenne qui, 1, a encore les moyens et 2, la volonté, comme eux d'ailleurs, d'apparaître comme une puissance globale à travers le monde. De toute façon, et j'en finis, je pense que si on ne mutualise pas, alors sur le plan diplomatique, oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'on l'a pensé avec l'Allemagne, mais ça peut et sur le plan militaire, avec la Grande-Bretagne. Tiens donc. Mais non, c'est comme, tu comprends. Rien n'est jamais défini. Je réfléchis en t'écoutant, et c'est ça qui est très très important. Je pense aux fusions-acquisitions. Tu peux pas faire une fusion-acquisition, le fameux entre égaux. Ça n'existe pas. Hommage encore une fois à Henri Lachmann, formidable patron de Schneider Electric. Ça n'existe pas, les fusions entre égaux. Avec l'Allemagne, justement, c'est la fusion des compléments. Oui, donc en fait, c'est la fusion des compléments avec les Américains. On délire. Avec les Américains. Parce que les Allemands ne jurent que par les Américains. Et entre parenthèses, lorsqu'ils vont faire du business en Chine... par les Américains parce qu'à aucun moment, nous ne les avons rassurés sur le fait que notre arme nucléaire pouvait les protéger eux aussi. À aucun moment, nous n'avons dit « oui, l'Allemagne est un intérêt vital de la France ». Je comprends bien que c'est compliqué à dire. Il y a eu toute la discussion sur le partage du siège aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Ce sont tous ces rendez-vous ratés, à mon avis, qui font que... Alors rendez-vous raté, c'est pas faux, mais à partir du moment où les Allemands, de toute façon, ne voulaient pas et ne veulent pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans 20 ans, on verra bien, j'en sais rien, ce qu'est en train de faire Poutine est en train peut-être de les marquer profondément, on verra bien. Mais l'Allemagne ne voulait de toute façon pas apparaître comme une puissance. Et à partir du moment où le parapluie américain leur permettait d'être tout à fait tranquille et de gagner énormément d'argent chaque année en ne produisant pas justement de quoi se défendre eux-mêmes, ils ne voulaient pas de toute façon faire du couple franco-allemand. Je rappelle que le couple franco-allemand est un concept français et pas allemand. Eh bien c'est pareil avec les Brits. Les Britanniques considèrent qu'ils ont une relation privilégiée avec les Américains. Ce n'est plus le cas pour les Américains. Et moi, je pense que les égos... Alors toi, tu parles des égos, moi, je parle de représentation lacostienne. Toute l'histoire diplomatique de la Grande-Bretagne en choc frontal avec toute l'histoire diplomatique française. Tu les connais mieux que moi, ces gens-là. Mais c'est toute l'histoire de l'Union européenne qui, malgré tout, sur le plan au moins économique,
a bien fonctionné depuis la CECA de 52, en passant par le traité de Rome. Quant aux Britanniques, sur le plan diplomatique et militaire d'ailleurs, bien sûr, la dernière fois que nous avons connu des bisbilles vraiment très graves avec eux, c'était à Waterloo. Il ne faut pas exagérer, c'était en 1815. Tu me rappelles ce qui s'est passé avec les Allemands ? Bon, donc moi je pense que c'est l'histoire de l'histoire. Si tu en parles d'ailleurs, tu as oublié ce missile Matra qui lancé par un avion argentin. C'était pas contre les Anglais. Après tout, on vend aux Argentins des missiles. Lancé par un avion argentin a donc coulé. Sauf que c'était quoi ? C'était un croiseur. Le Sheffield. Voilà. Le Sheffield a été coulé par un missile Exocet français. Absolument. Évidemment, Mitterrand s'est excusé auprès de Thatcher, mais surtout, on n'imaginait pas que ce missile allait servir aux Argentins pour aller frapper évidemment un bateau de guerre allié. Donc je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis même pas que c'est plausible, cette alliance avec les Britanniques. Ce que je dis, c'est qu'une alliance... Tu la préfères à une éventuelle alliance avec les Allemands ? Ils n'en veulent pas. Et la dernière fois que les Allemands sont allés à Pékin pour aller faire du commerce, pour aller faire du business, parce qu'ils ne jurent que par ça, ils ne pensent que ça, les Allemands, ils ont oublié de convier M. Macron, tu comprends ? Mais oui, mais donc les Allemands, en réalité, ils jouent perso, et on le voit tous les jours. Alors, revenons dans ton bouquin. Alors, tu le... t'en parles pas directement, mais Israël et Arabie Saoudite. Voilà alors peut-être une belle démonstration diplomatique. Alors, t'appelles ça, c'est dans le chapitre « Nouer les bonnes alliances ». Est-ce qu'on pourrait dire faire le tri dans mes ennemis ? Israël, Arabie Saoudite. Comment est-ce que cette histoire peut avancer, évoluer ? Alors d'abord, justement parce qu'ils n'ont jamais été réellement ennemis. À quel moment un soldat saoudien s'est confronté à un soldat israélien ? Cherche pas, jamais. Et la meilleure preuve, c'est que les Émirats arabes unis aujourd'hui font beaucoup de business avec Israël. Je raconte ma vie, mon expérience de grand reporter. Alors c'était il y a 20 ans peut-être que ce n'est plus vrai aujourd'hui. La frénésie des équipes d'Air France quand on rentrait dans l'espace aérien saoudien, prenant nos revues pour être sûr qu'il n'y avait pas quelque part une carte d'Israël. Et s'il y avait une carte d'Israël, je l'ai vécu. Il fallait arracher la page. Ah bah oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est un gigantesque blabla. Enfin, c'est pas sérieux tout ça. Là, on est sur du démonstratif, rhétorique, discursif, cartographique. À la fin des fins, à partir du moment où les Israéliens ont considéré que l'Iran devenait dans la région le pays le plus dangereux, notamment lié bien sûr au dossier nucléaire. L'ennemi de mon ennemi étant toujours mon ami, mais ça c'est le b.a.-ba des relations internationales évidemment, on s'est rapproché de l'Arabie Saoudite qui s'est rapproché aussi d'Israël. Maintenant, MBS, donc Mohamed Ben Salman, l'actuel prince héritier, qui dirige réellement le pays maintenant depuis presque 10 ans, a considéré qu'au fond, la question palestinienne, c'était un contentieux local, qu'on allait laisser ça derrière, parce que lui aussi avait comme adversaire principal l'Iran, ou plus exactement les alliés chiites de l'Iran, notamment les fameux Houthis du Yémen, qui lui ont propulsé des centaines de missiles dans son pays en moins de 10 ans. Donc je dirais qu'il y a un rapprochement, attention, il n'y a pas d'alliance, il y a un vrai rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, donc effectivement depuis une dizaine d'années, qui s'est conclu par les fameux accords d'Abraham, pas signés par Riyad, qui en fait... Rappelle-le d'ailleurs, signé par les Émirats. Émirats, Bahreïn, un confetti pétrolier gazier dans la région, le Soudan qui n'est même pas au courant, et c'est tant est qu'il y a un régime aujourd'hui au pouvoir au Soudan, et le Maroc, le point fort. Mais enfin, les relations entre Israël et le Maroc existaient déjà depuis très longtemps, c'était un secret de polichinelle. Donc je dirais que c'est l'Arabie Saoudite qui a autorisé les Émirats arabes unis et Bahreïn à faire le pas, et les renseignements que les Israéliens fournissent sur les militants chiites dans la région aux Émirats passent ensuite à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite profite de cela sans pâtir de la présence d'un drapeau israélien à Riyad qui énerverait les pires des salafistes. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est de la démonstration de force diplomatique ? Ah oui, complètement. Voilà, bien ça, sûr, c'est vraiment la diplomatie ? Absolument. Alors en tout cas, c'est l'une des illustrations de la diplomatie les plus probantes. Est-ce qu'elle peut résister si... Alors je ne sais plus si tu en parles dans ce livre, mais je t'avais entendu avoir des mots très virulents sur l'actuel gouvernement en Israël. Je crois que tu parlais de voyous purement et simplement, pour certains des ministres. Au moins 2 ministres sont des extrémistes et des voyous, bien sûr. Des voyous. Est-ce que ce rapprochement diplomatique peut résister ? Enfin, à un moment, la diplomatie ne peut pas non plus faire le grand écart entre un gouvernement qui irait renforcer la répression des Palestiniens et quand même une monarchie saoudienne qui est censée incarner une permanence arabe. Qui est censée incarner. Le mot important de ta phrase, c'est censé incarner. Oui, on est encore dans la rhétorique et dans la sémantique. Nous sommes, nous, les champions de la cause palestinienne, disaient les Saoudiens. Très bien. À quel moment les Saoudiens ont fait la guerre à Israël ? Jamais.
Donc, et emballer, c'est peser. Voilà. Emballer, c'est peser. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas que la rhétorique n'a pas d'importance. C'est l'une des dimensions fondamentales de la diplomatie. Je dis que lorsque il ne s'agit pratiquement que de cela et qu'il n'y a pas derrière une application concrète sur le plan économique ou militaire des termes qu'on a employés ou des menaces qu'on a proférées, en réalité, c'est que du blabla. La diplomatie s'inscrit dans l'art possible du réaliste et non du fantasmatique ou de l'outrance. Elle n'est pas faite pour les réseaux sociaux, la diplomatie. Non, la diplomatie n'est pas... pour la lumière de ce début de siècle-là. Oui, c'est l'antinomie des réseaux sociaux. Lorsqu'on est un bon diplomate, en principe, on ne parcellise pas, on ne prône pas l'immédiateté, on s'inscrit dans des temps relativement longs, voire très longs. On demande comment va la famille, on accueille... Ah oui, il y a ensuite l'apparat, il y a toute une scénographie. Or, la scénographie des diplomates n'existe pas, par définition, dans les réseaux sociaux sur quelques tweets, c'est juste impossible. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les diplomates, là aussi, tu vois, je reviens à ta première question, ont encore un rôle à jouer dans des ambassades, de préférence de belles ambassades, où on est bien reçu, bien accueilli, en parlant de préférence, évidemment, la langue des pays dans lesquels on officie, et en demandant des nouvelles de la famille. C'est très important. Et c'est le temps long. Ah, et c'est toujours c'est le temps long, c'est forcément le temps long. Mais le vrai diplomate est un stratège. Et la différence entre un stratège et un tacticien, c'est que le stratège, lui, il pense les temps longs, bien sûr. Ouais. Alors, justement, si tu te concentres, puisque donc, ce bouquin est une réédition, mais très très largement augmentée d'un premier bouquin, et donc tu te concentres en fait majoritairement sur les deux conflits qui nous passionnent en ce moment, c'est-à-dire l'Ukraine et le Proche-Orient. Sur l'Ukraine, est-ce qu'on va parler après de ce qui est pour toi une... Bah non, en même temps, il faut commencer par ça. Tu fais grand cas de la reculade d'Obama sur les lignes rouges. Enfin, d'ailleurs, tu as tout un chapitre sur les lignes rouges qui n'en sont pas. Autour des armes chimiques, donc lancées par Assad contre son opposition. Pour toi, tout découle de là. Une grande partie de ce qui existe aujourd'hui, malheureusement, la guerre ukrainienne découle de là, si je te lis en partie. En partie. Je le disais déroule un peu le fil. Oui, je le disais, démonstration de force, vos forces. Barack Obama est l'homme le plus puissant du monde en 2012. Il dirige la première puissance mondiale et de très loin. Bon, on ne l'oblige pas à dire ce qu'il dit. Or, en 2012, il dit la chose suivante. Si Assad réutilise du gaz de combat contre sa propre population, alors nous agirons par la force. Obama dit mot pour mot pratiquement. Quelques mois plus tard, non seulement crânement Assad, qui est une minuscule puissance et encore qui est à l'aube d'une éventuelle chute à l'époque, recommence à perpétrer ses horreurs, mais il le fait donc ouvertement en se moquant du monde. Obama avait averti. Donc, il s'assoit sur sa propre ligne rouge en ne faisant rien. Voilà, et il ne va rien se passer. Il se passe rien. Et tu racontes même, les avions français décollent, ils sont prêts à décoller. Les Français... Nous, on se dit, on y va alors, les gars. Les Français et les Britanniques devaient y aller aussi. Les Britanniques, finalement, n'y vont pas parce que les communes empêchent le Premier ministre britannique de l'époque d'y aller parce qu'ils sont instruits par l'affaire irakienne, ils ne veulent pas y aller. Reste la France et les États-Unis. Et Barack Obama, sans d'ailleurs, entre parenthèses, prévenir François Hollande, qui lui voulait y aller, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs. Barack Obama s'assoit sur sa propre ligne rouge alors qu'il en a les moyens, et que il avait lui-même lancé l'avertissement un an auparavant. Ouais. Ça, c'est une catastrophe en termes de crédibilité. Et moi, je pense que la crédibilité, c'est la matière diplomatique, c'est la matière stratégique la plus précieuse en géopolitique. Et le résultat, c'est que non seulement Assad in situ, mais beaucoup d'autres dictateurs impérialistes dans le monde entier, et peut-être sans doute, y compris à M. Poutine aujourd'hui, considèrent que finalement, les Américains n'ont plus les reins assez solides, ou n'ont plus la volonté suffisante pour aller intervenir. Et la cerise alcoolisée sur le gâteau, la cerise pourrie sur le gâteau, pardonnez-moi d'employer cette expression, c'est que Obama à l'époque fait semblant de croire Lavrov, qui est déjà le ministre des Affaires étrangères. Alors attends, mais tu vas très vite, il faut raconter, parce que on ne connaît pas forcément la séquence. Je dois dire, je ne connaissais pas la séquence. Donc, il renonce, encore une fois, c'est dans ton bouquin que j'ai appris tout ça. Obama ne va pas bombarder Assad, ne va pas bombarder la Syrie, et effectivement, donc, Lavrov, qui est toujours là, ministre... C'est déjà là. J'allais dire soviétique, mais... Des affaires étrangères, quasiment. Non, mais le temps long, héritier de la diplomatie soviétique, ministre russe des Affaires étrangères, va boutiquer une
sorte de compromis bancal. Oui, c'est ça. il arrive comme un Deus ex machina et il dit voilà, nous sommes favorables à la paix, nous allons garantir, parce que c'est un partenaire à ça, nous allons garantir la neutralisation de son stock de gaz naturel. Entre parenthèses, officiellement, il n'en avait pas. De gaz chimique, du gaz chimique, pardon. Gaz chimique, officiellement, il n'en avait pas. Tiens, tout d'un coup, il en a. Ouais. Donc, on va le neutraliser, on le prend sous notre responsabilité et comme ça, on n'entend plus parler et vous ne bombardez pas la Syrie. Voilà. Et Obama fait semblant de croire les Russes à ce moment-là. C'est extraordinaire. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques mois plus tard, les premiers chasseurs-bombardiers russes Sukhoi interviennent dans l'espace aérien syrien. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, l'espace aérien syrien, il est évidemment russe. Donc vous reculez, l'autre avance. Mais sur la base de votre propre trahison, de votre propre ligne rouge. C'est ça qui est terrible avec Obama. C'est ça. Et donc, quand tu déroules le fil, tu dis si Poutine attaque l'Ukraine envers et contre tout, c'est parce qu'il pense que finalement Biden, qui n'est jamais que l'héritier d'Obama, c'est assez logique dans sa tête. Poutine aujourd'hui, sachant qu'en 2014, il a déjà investi, comme tu le sais, la Crimée et l'Est du Donbass, d'ailleurs sans coup férir, pensant déjà à l'époque, et on est juste après, on est 1 an après l'affaire de la Syrie, pensant que les Américains n'interviendront pas. Ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort mais enfin, ça ramènerait à un autre de tes bouquins sur les cartes. Pas oui, tout à fait tort sur la Crimée. Voilà. La Crimée est un cas à part. La Crimée est un cas à part. C'est juste. Mais enfin, c'est juste. Mais le problème fondamental, c'est pas finalement Poutine. Lui, là, il est dans son idéologie, dans sa dangerosité. Le problème, c'est la reculade d'Obama. Ouais. Et alors, justement, tu le dis, il est dans son idéologie. Tu l'expliques. L'un des éléments contre lesquels la diplomatie ne peut rien, c'est justement l'idéologie. Voilà, pour Poutine, le peuple ukrainien n'existe pas. Point à la ligne. Et là, il n'y a rien sur quoi s'accrocher pour parler, c'est ça voilà, il y a beaucoup moins sur quoi s'accrocher. Pourquoi ? Parce que la diplomatie, c'est l'art du pragmatisme. C'est-à-dire que chacun a son credo. D'ailleurs, finalement, le patriotisme dont je suis moi-même en pipe, enfin, en tant que citoyen français, c'est déjà quelque part une idéologie. Je préfère appeler ça un idéal, mais c'est une idéologie. Mais il doit toujours y avoir un espace, et le plus grand espace possible, donné à la marge entre l'idéologie de l'autre et la sienne. Parce que sinon, bien évidemment, on n'utilise que les fusils, puis c'est le plus puissant qui l'emporte, ou le plus violent qui l'emporte. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où la variable principale est finalement exclusive de la prise de décision d'attaquer l'Ukraine pour Poutine est idéologique, malheureusement, il n'y a pratiquement plus de place pour la diplomatie. Et Macron, à ce moment-là, il a raison ou il a tort ? On lui a beaucoup reproché, dans les premiers mois de la guerre, cette volonté de maintenir un lien. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que ta couverture, c'est la fameuse table, la fameuse référence à la table Poutine-Macron. Oui, moi j'ai soutenu les premiers mois Emmanuel Macron dans sa volonté de maintenir un fil diplomatique, enfin en tout cas un fil téléphonique, j'allais dire, après on sait pas ce qu'ils sont dit. Non, mais c'est cohérent avec ce que tu dis sur la puissance diplomatique de la France. D'abord parce qu'il faut toujours continuer à tenter je dis bien tenter de discuter. Il ne s'agit pas de promettre tout et n'importe quoi, mais au moins recueillir les premiers signes d'une volonté d'apaisement de l'autre. Après tout, pourquoi ce ne serait pas la première puissance diplomatique et en tout cas militaire de l'Union européenne de recueillir d'éventuels premiers signes de bonne volonté de Poutine ? Pourquoi laisser ça à d'autres ? Donc je pense qu'Emmanuel Macron avait raison de le faire. Là, en revanche, où j'ai été extrêmement critique et où je le reste, c'est sur le timing lorsqu'il dit à l'époque, en pleine attaque, en pleine offensive russe, il ne faut pas humilier la Russie. Ouais, j'ai trouvé ça, du point de vue chronologique, parfaitement stupide et contre-productif. Et entre parenthèses, je suis bien moins sévère que toute l'Europe orientale qui a été à l'époque. Alors aujourd'hui, on rétropédale et on revient un peu dans les bonnes grâces de l'Europe. Alors, puissance éventuellement, parce que j'ajoute que si Emmanuel Macron, ce que je soutiens, souhaite l'Europe puissance, alors il ne peut pas en même temps dire à la moitié, voire aux 2/3 de toute l'Union européenne, écoutez, moi, d'accord, vous êtes bien gentil, mais moi je continue à négocier avec Poutine quoi qu'il en coûte. C'est pas possible. Alors c'est une phrase célèbre, mais que j'ai apprise récemment, on ne parle pas recette de cuisine avec un anthropophage. C'est joliment dit. Oui, c'est pas mal. Le moment où la discussion s'arrête, c'est pas mal. À un moment, tu ne peux plus parler. C'est ça. Tu ne parles pas recette de cuisine. Mais moi, en termes diplomatiques, j'inverserais l'excellente formule de Pierre Desproges, le grand comique Pierre Desproges, qui disait, lorsque lui disait, mais est-ce qu'on peut rire de tout ? Il disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Moi, je pense qu'on peut parler avec n'importe qui, mais pas de tout. Autrement dit, si le diable vous propose la paix éternelle et qu'il démontre qu'il le veut bien et que par conséquent il se dédiabolise, pourquoi pas ? Sauf que là, malheureusement, j'ai quand même le sentiment qu'on s'est bien fait avoir par Poutine. Je dis, moi, j'ai jamais été favorable au pouvoir de Poutine, sauf que Frédéric, j'étais modéré en tout cas. Là, on voit bien qu'il est coincé. Et justement, en t'écoutant, je réfléchis aussi et je me dis, en fait, il est coincé parce qu'il n'a plus de diplomatie.
Oui et non, parce que si son idéologie est vraiment ancrée sur le renouvellement, enfin plutôt sur la recréation de l'empire tsariste, alors si demain il quitte le pouvoir, il pourra dire à sa population, aux Russes, regardez, j'ai repris, d'après ses formulations personnelles évidemment, environ 20% de la soi-disant Ukraine, enfin donc là, j'avais en face de moi l'intégralité de l'OTAN, ce qui n'est pas exact, mais enfin bon, il pourra le dire en tout cas, il le dit déjà aujourd'hui. Bon, c'est déjà beaucoup, j'ai mis fin au déclin et je laisse soin à mon successeur de poursuivre. Donc c'est pas complètement perdu à ses yeux aujourd'hui malheureusement. Dernier point, et malheureusement c'est trop court, toujours trop court, parce que ça je l'ai appris, tu considères que Biden, puisqu'on va en reparler, est un adversaire tout à fait redoutable. Biden n'est pas du tout le vieillard que l'on pense. Qu'il ait des absences physiologiques, ça on le voit pratiquement tous les jours, en tout cas au moins chaque mois, ça c'est sûr. En revanche, on oublie qu'à côté de ça, ou enfin avant cela, il y a eu pratiquement 30 ans de vie parlementaire à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat, c'est-à-dire le Cénacle le plus puissant du monde. En réalité, un président américain ne fait pas de géopolitique sans le soutien du Sénat. Il ne fait pas la guerre et la paix sans le Sénat. Et Biden est un vieux loup de la géopolitique. Il adore ça le passionne. Et c'est quelqu'un qui a une expérience effectivement redoutable et qui, sur l'affaire ukrainienne, fait un sans faute. Et ce sans faute-là lui permet de reprendre pied dans l'Indo-Pacifique, qui est évoqué tout à l'heure rapidement, enfin on n'a pas le temps d'en parler, mais ce sera pour une autre fois. Mais sur l'affaire de Taïwan, il démonstration de force, vos forces, je le dis une dernière fois, en démontrant qu'il fait un sans faute sur l'Ukraine et qu'il est très fort sur l'Ukraine, il démontre à la Chine qu'il ne faudra pas rigoler avec les États-Unis dans l'Indo-Pacifique. C'est l'anti-ligne rouge d'Obama. Bien sûr, certaine manière. bien sûr. Voilà, la boucle est bouclée. Merci Frédéric. Merci à toi. Frédéric Ancel qui nous accompagnait sur Bismart.